Bonjour, la session de novembre est terminée dans les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale comme au Sénat. C'était la session budgétaire. Le budget du Cameroun pour l'année 2018 s'élève donc à 4 513 milliards de francs CFA. Seulement, c'est une loi qui a été adoptée dans la confusion totale, sous les sifflets et les vuvuzela du SDF qui réclame toujours une discussion au sujet de la crise anglophone qui paralyse le pays depuis plus d'un an maintenant. Ajoutez à cela un incendie, n'est-ce pas, qui a touché une partie de l'hémicycle au début, n'est-ce pas, de la session. Les accrochages entre le président du groupe parlementaire SDF au Sénat et un sénateur du RDPC et bien d'autres sujets comme l'incident de l'UDC ayant blessé un député du RDPC. Pourquoi tant d'agitation autour d'une session budgétaire? On se pose donc la question, quelle était l'opportunité pour le SDF à vouloir bloquer une session budgétaire? Que se cache-t-il derrière, n'est-ce pas, cette stratégie du SDF et que faut-il en comprendre? On en parle avec nos invités. Au-delà de tout cela, faut-il voir en cela le dynamisme de notre démocratie? On en parle avec Koupit Adamou, membre de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, Augustin Tala, doctorant en sciences politiques et directeur de cabinet du vice-président du Sénat, Tchatchouan Paul, mais également Philippe Soie, journaliste et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Baromètre communautaire, et enfin Simon Meyanga, journaliste, militant du RDPC, figure bien connue du parti, encore attendu sur le plateau, et chef service de la communication de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Mais avant cela, un mot sur l'École nationale d'administration et de magistrature. Les résultats définitifs ont été publiés cette semaine et un mort a eu la chance d'être admis à l'ENAM, ce qui soulève encore des polémiques autour de cette grande école de formation. Philippe Soie, bonjour. Bonjour Christian. Merci encore, c'est la deuxième fois que vous arrivez ici. Merci pour la confiance renouvelée au kiosque de Canal 24. Merci pour l'invitation. Je crois que c'est la rédaction de Baromètre communautaire qui est honorée de retenir votre attention. Et j'estime, ou en tout cas j'espère, que vos téléspectateurs partagent le plaisir avec nous. Je voulais vous demander d'entrer comme ça. À chaque fois, l'ENAM est au centre de la controverse. Je voulais vous demander qui finalement gâte le nom de l'ENAM. Pourquoi gâter? Enfin, disons que c'est le destin de l'ENAM. Parce que, oui, c'est son destin. C'est l'école de l'élite dirigeante, n'est-ce pas, du pays. Et compte tenu de la poussée démographique et du système politique dans lequel nous nous sommes inscrits, c'est-à-dire un système purement clientéliste, l'ENAM n'a pas d'autre destin que de charrier à la fois toute cette passion, mais également de tels incidents, parce que malheureusement, il ne peut pas y avoir de place pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je ne dis pas pour vous et moi ou pour nos enfants, mais je dis pour toute l'élite, à la fois politico-administrative, économique, militaire et tout ça. Donc, malheureusement, de telles situations vont se répéter aussi longtemps qu'on sera dans cette dynamique. Sauf que la session 2017 était particulière. Non seulement il y avait les enfants de quelqu'un que tout le monde connaît bien, le président de la République, mais aussi qu'on a assisté à cet affrontement entre le ministre de la fonction publique et le directeur de l'ENAM. On continue avec les résultats définitifs. On fait passer un mot. Ça ne fait pas très bien quand les enfants du président veulent entrer à l'ENAM. Oui, on l'avait déjà dit la dernière fois, malheureusement, mais je veux dire que on ne va pas changer le monde parce que les enfants du président veulent passer quelque part, vous savez. S'il n'y a pas de route, on ne va pas en créer la nuit pour que les enfants du président... On en crée souvent quand le président va aller au stade Amadou Ahidjo. Oui, on bouge quelques nids de poules, mais vous savez, ce sont des enfants. Et pour ce qui est de cette école, je crois qu'il va falloir réajuster un certain nombre de choses parce qu'ils ne sont pas pour un jour, un week-end, un mois. Ils sont là pour 3 ans. À peu près. Donc, pendant 3 ans, chaque jour de lundi à samedi, il va falloir ajuster un certain nombre d'attitudes de ce côté-là. Mais plus sérieusement, je crois que le drame de notre pays, mais encore, c'est l'incapacité à sanctionner les mauvaises pratiques.
Parce que l'incident qu'il y a eu, ou la guéguerre entre le directeur général et le ministre de tutelle est resté impuni. Et on ne peut pas nous dire que les deux avaient raison, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant, pour ce qui est du cas de ce mort qui se retrouve sur la liste, quand bien même, ce qui est connu, ou en tout cas ce dont tout le monde parle, c'est-à-dire qu'il y a des préadmis, disons comme ça, des listes qui tombent du ciel avec une certaine cotation. Il y a quand même des étapes et des procédures telles que si vous les brûlez, vous ne pouvez pas vous retrouver sur la liste définitive des admis, notamment l'oral. Exact. C'est-à-dire que l'oral, son premier niveau d'évaluation, c'est d'abord la présence physique. Exact. Après, maintenant, vous pouvez même n'avoir pas répondu à la question, mais il faut d'abord être là, parce que le but, c'est qu'on s'assure d'abord que vous êtes, c'est bien vous, que vous êtes bien vivant. Et si je peux dire que la filiation dont on vous crédite est exacte. Parce que au début, c'est d'abord ce dossier, simplement qu'on évalue les gens. C'est les noms. Il peut arriver que je fasse baptiser demain mon enfant Paul Biya. Vous savez, s'il se trouve que c'est un nom qui porte bonheur. Et donc, lorsqu'un examinateur est en face d'une copie et il lit Paul Biya fils, il ne sait pas si c'est le fils de Paul Biya, le président, ou c'est mon fils à moi. Mais à l'oral, vous êtes bien obligé maintenant, non seulement de vous présenter, mais de décliner votre filiation. Il y en a donc le temps de voir. Et j'allais dire de trier pour savoir, parce que faut peut-être dire la chose telle qu'elle est au Cameroun. L'ENAM, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. C'est l'école du colon qui forme les administrateurs de la colonie. C'est aussi simple que ça. Le colon est parti, l'administration est restée, mais nous sommes dans une sorte de prolongement. Et donc, pour y entrer, il faut bien être sûr d'avoir compris la philosophie. C'est pour ça que, malheureusement, mais pour ce cas du mort, je crois que c'est tellement flagrant, plus qu'il est mort avant l'oral. Oui. Donc, en tout état de cause, bah, vraiment, on aurait pu éviter cela. N'est-ce pas? Voilà, je crois. Koupita Damou, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour à l'équipe technique. Bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là. Vous allez bien? Je vais assez bien. Je n'ai pas de problème. Vous comprenez ce qui arrive à l'ENAM ces dernières années? C'est pas étonnant. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il y ait des guéguerres entre la direction de l'ENAM et le ministre de tutelle. Il y en a eu des précédents, sauf que cette fois-ci, ça a fait beaucoup plus de buzz que les précédentes fois. Maintenant qu'on croyait sortir de l'auberge, les résultats définitifs viennent encore nous servir à une autre preuve que l'entrée à l'ENAM, on emprunte toutes les voies sauf celle de la méritocratie. Et la procédure ne peut être respectée que sur le plan théorique. Et sur le plan pratique, il n'y en a pas du tout. Parce que si on prenait le minimum de précaution, notamment ce que Philippe venait de démontrer, on ne peut pas être admis dans un concours qui a deux étapes. La première étape, c'est l'admissibilité. Ça suppose que vous avez positivement fait confronter les épreuves écrites. Maintenant, la deuxième et dernière étape, c'est l'oral. Le premier critère de l'oral, c'est que vous soyez présent. Et puis, si on arrive à proclamer un mort, quelqu'un qui est décédé avant cette phase-là, ça voudrait dire que aucun travail n'est fait sur la base de ce qu'on nous a écrit dans les procédures comme devant être respecté pour aboutir à des résultats. Et je pense qu'une fois de plus, l'image de l'ENAM est plus que jamais écornée. Et quand on sait que l'administration publique camerounaise est entre les mains au moins à 90% des gens qui sont sortis de cette école, on comprend pourquoi le Cameroun ne peut pas décoller. Augustin Tala, bonjour. Bonjour. Merci, merci d'être venu. Vous aurez souhaité que votre enfant soit à l'ENAM cette année ou votre frère? Permettez-moi déjà de saluer tous mes companélistes et surtout et particulièrement M. Koupit, parce qu'il faut le rappeler. Merci. C'est le seul qui a refusé le décret du président de la République dans ce pays jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Ce n'est pas donné, surtout dans un pays, chacun attend que ce décret. Il ne voulait pas être sénateur suppléant. Voilà. Dans tous les cas, ils ont des petits avantages, même si ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attend. Le refuser n'est pas rien.
Il faut le préciser. Et surtout, il devait être le suppléant du roi de Bamoun. Ce n'est pas aussi n'importe quoi ou n'importe qui. Pour revenir à l'ENAM, vraiment, soyons clairs. Et je crois que ça surprend ceux qui étaient encore en train de se poser les questions sur la nature, d'une part, du système et sur la configuration, parce que M. Soa a déjà presque tout présenté concernant l'ENAM. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose quand vous partez faire le congrès de l'ENAM. C'est un discours qu'on vous vend que non, chaque directeur dit exactement la même chose. Il y aura la méritocratie, il y aura ci, il y aura ça. Mais à la fin, on arrive exactement à la même conséquence. Il y a des enfants de X qui ont toujours été privilégiés. Quand les enfants du président de la République ont fait ce concours, on va pas dire, on ne peut pas dénier au président de la République ou alors à ses enfants de faire ce concours. Exactement. Mais connaissant le système, tous les candidats étaient sûrs au moins à 99% que ses enfants seront admis. S'il fait passer les enfants des ministres et des directeurs, pourquoi ces enfants doivent échouer? Alors, si maintenant vous réussissez l'exploit de faire passer un mot qui n'est même pas passé à l'oral, je crois que c'est symptomatique de la réalité camerounaise. Ce n'est pas la première fois qu'on nomme même par décret quelqu'un qui est même déjà mort. Oui. Les sous-préfets, par exemple. Voilà. Plusieurs fois, le chef de l'État a signé des décrets nommant des sous-préfets qui sont... Voilà. Preuve que nous sommes effectivement au Cameroun. Quand c'est comme ça, c'est que nous sommes au Cameroun. Il manque plus comment nous allons marcher par la tête. D'accord. On va certainement passer directement au thème central. C'était la clôture de la session dans les deux chambres du Parlement. Les présidents Massenia Difendi et Kavaïge Djibril ont appelé à l'unité nationale et surtout, ils ont demandé le soutien que toutes les forces vives de l'État apportent leur soutien au chef de l'État pour combattre les groupes terroristes, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où on signale même ce jour des affrontements à Manfey, dans le sud-ouest. On va d'abord écouter certains élus. Nous avons demandé à certains députés à l'Assemblée nationale ce qu'ils auraient retenu de cette session budgétaire de novembre 2017. Voici leur réponse. In fine, et je pense que ça transparaît dans le discours du président, nous avons joué chacun sa partition. Le SDF a joué la sienne qui a été très sonore. Vous en voulez au SDF? Non, pas du tout. Pour moi, ça reste le jeu de la démocratie. Tout ce qu'il faut éviter, c'est la violence. Mais je pense que le verbe et l'expression sonore restent les armes des parlementaires. Donc ils ont usé de ces armes-là. Maintenant, est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs? Je ne pense pas. Parce que la vie parlementaire a des règles. Il y a des principes qu'il faut observer, il y a des subtilités qu'il faut exploiter et ça n'a pas toujours été fait, ce qui peut expliquer les débordements que nous avons connus. C'est une session un peu atypique. Nous avons enregistré un certain nombre d'incidents, avec notamment l'incendie qui a consumé une bonne partie de l'Assemblée, avec également des troubles orchestrés par nos collègues du SDF et subsidiairement par notre collègue de l'UDC. Malgré également le deuil que nous avons enregistré ce matin concernant le secrétaire général de notre Auguste Chambre, nous pouvons dire que globalement ça va. Nous avons voté la loi des finances, nous avons voté 5 autres lois, ce qui permettra forcément de permettre aux institutions nationales de fonctionner. Et je pense que ce sera pour le bien des Camerounais. Beaucoup de choses qui restent en suspens et en tout cas sur une telle session qui nous a vu commencer avec le décès de certains de nos confrères parlementaires, l'incendie du Parlement, les troubles qui ont été occasionnés par les contestations du groupe parlementaire SDF. Et en terminant ce matin avec l'annonce du décès de notre secrétaire général, comment voulez-vous parler d'une session de satisfaction? Voilà, le budget a été voté, mais on ne peut pas dire qu'on est satisfait de quoi que ce soit. Alors, si vous voulez savoir l'état d'esprit de l'Union démocratique du Cameroun à l'issue de cette session, son porte-parole souhaite dire à la communauté nationale et internationale que nous posons des actions pour le devenir. C'est une dynamique pour nous. Nous sommes à la fin de cette session et notre regard et nos engagements sont déjà tournés vers
les échéances, l'année 2018, et bien sûr, nous partons des actions que nous connaissons, de cette expérience, de tout ce que nous aurons connu, par exemple, lors de cette session pour poser les jalons de notre action future. Kopita Damou, j'imagine que vous avez suivi cette session. C'était vraiment une session ordinaire, budgétaire. Vous l'avez vu comme ça? Ce qui m'étonne, c'est que, à écouter des députés du RDPC, commençant par Mme Marlise Bell, oui. Qui avoue avoir joué sa partition, d'autres qui avouent avoir voté le budget. Tout le monde sait que le budget n'a pas été voté. Le budget a été enregistré et on l'a proclamé. Je ne pense pas que les députés soient en train de jouer leur rôle, en respecter leurs responsabilités vis-à-vis de ceux qui les ont envoyés à l'Assemblée, que de transformer cette Assemblée en une seule simple chambre d'enregistrement. Tout le monde a vu ce qui s'est passé à la plénière d'adoption. Oui. Il n'y a pas eu débat. Le rapport de la Commission des finances a duré 4 heures d'horloge, de 16h30 à presque 20h30. Au terme de cette lecture, on devrait passer au débat. Aucun député du RDPC n'a levé le doigt pour prendre la parole et faire une simple observation sur le budget. Comme si tout était bien et il n'y avait rien à redire dans le budget. Et ceux de l'opposition qui ont voulu avoir la parole n'ont pas pu l'avoir. Il n'y a pas eu de discussion. Comme l'UDC, par exemple. Comme l'UDC, comme l'UPC, comme le MRC. J'ai vu des députés de l'opposition, y compris des députés des partis faisant partie de la majorité présidentielle, demander la parole pour faire des observations sur le budget. On ne leur a pas donné la parole. Et à la fin, le président de l'Assemblée a proclamé le budget comme étant adopté. On l'a adopté par combien de voix pour et combien de voix contre? Peut-être par applaudissement, puisqu'ils ont la majorité obèse. C'est pas... Le vote par acclamation est aussi accepté en démocratie. Non, le vote par acclamation voulait dire l'unanimité. Comprenez? Bon, tant qu'il y a des gens qui avaient à dire et qu'on ne leur a pas permis de dire, on ne peut pas non parler de l'unanimité. La seule chose qu'on doit faire lorsqu'il y a divergence, c'est de passer au vote. Et maintenant, au terme de ce vote-là, on vous dit, la loi est adoptée par tel nombre de voix pour, tel nombre de voix contre. Mais l'opposition savait que ça n'allait rien changer, même si on au moins qu'on aille à ça. Ça voudrait tout simplement renvoyer l'image d'un parti qui a peur même de ses propres militants à respecter les consignes qu'on leur a données. Parce qu'on redoute même d'aller au vote si les gens du RDPC vont effectivement voter dans le sens voulu par le pouvoir. Il faut qu'on cesse cette complicité, je voudrais dire stérile. Je n'aime pas trouver le mot plus grave, entre le gouvernement et les parlementaires RDPC au Parlement. Parce que tout se passe comme si ces gens-là s'entendent en amont, préparent des choses qui prévoient les avantages dont ils vont jouir après, et puis on envoie à l'Assemblée, ils font tout pour que ça sorte comme c'était venu, puis après ils se retrouvent pour se partager le butin. Moi je pense que c'est comme ça. Parce que sinon on ne comprend pas pourquoi un parlementaire peut refuser d'user, en fait, de jouir des droits qui lui sont reconnus par la Constitution. C'est-à-dire le droit de contrôler l'action gouvernementale. Puisque sur le plan constitutionnel, le Parlement a 2 attributions, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Ouais. Et le contrôle de l'action gouvernementale de manière préventive ne peut mieux se faire qu'à travers la lecture ligne par ligne du budget de l'État. Qu'est-ce qui se cache derrière telle prévision? Or, nous tous, nous voyons le budget dans un contexte d'austérité où les peuples ne continue qu'à serrer la ceinture. Le budget de fonctionnement connaît plutôt un accroissement. Au moment où tout le monde attendait à la baisse du train de vie de l'État. Même les parlementaires, lors de la précédente session, avaient fait un tel appel que l'État revoie à la baisse son train de vie. Or, le train de vie de l'État a plutôt augmenté puisqu'il y a eu accroissement de l'ordre de 6,5% du budget de fonctionnement contre le budget d'investissement qui, lui, a connu une baisse de près de 18%. D'accord. Alors, un parlementaire qui doit être en conformité avec le sort de son peuple ne peut pas être indifférent face à ce genre de budget. Philippe Soir, il n'y a pas eu peut-être de débat parce qu'il y avait déjà du désordre orchestré par le SDF. Vous avez été surpris?
par l'attitude du SDF pendant la session? Surpris, non. Je veux dire qu'ils avaient annoncé les couleurs. Ils ont promis de perturber à la fois cette session, mais également cette séance. Moi, je suis un peu gêné de ce que les parlementaires n'aient pas pu, j'allais dire quand même, trouver une sorte de gentleman agreement. C'est-à-dire que si les parlementaires SDF protestent contre la manière dont le débat se fait ou la session se déroule, eh bien, dans ce tohu-bohu qu'ils ont créé, les premières victimes, ce sont par exemple les parlementaires des autres groupes ou des autres partis qui, eux, avaient probablement, et tel que j'écoute M. Koupi dire là, qui voulaient certainement questionner le gouvernement, poser des questions, et ainsi de suite. Mais dans ce Capharnaüm-là, moi j'ai remarqué la passivité, j'allais dire active, si ce n'est complice, n'est-ce pas, par exemple de l'UDC, dans ce désordre-là. J'ai remarqué que l'UPC, qui a des parlementaires, n'a pas levé le petit doigt. J'ai remarqué que l'UNDP, qui a les parlementaires, est resté dans son coin. C'est les amis du pouvoir. J'ai remarqué que dans le MDR a fait pareil. J'ai remarqué dans l'autre chambre du Parlement, au Sénat, vous avez même le FSNC, n'est-ce pas, du ministre Chiroma, qui est resté tranquille. Et donc, au Sénat, l'UNDP a plutôt reproché au SDF cette manière de se comporter, via son secrétaire général. Oui, mais je veux dire que ce n'était pas dans le sens, c'est encore que c'était par médias interposés, si on peut dire. Je veux dire que ce que je remarque, c'est l'incapacité des parlementaires à communiquer entre eux. Je veux dire qu'ils sont chacun de son bord politique, idéologique et tout le reste, mais ils sont d'abord tous députés de la nation. D'accord? Donc, les problèmes, je ne sais pas moi, du Sud, doivent concerner aussi bien le député natif du Sud, mais également que le député natif de l'extrême Nord, et inversement. Et donc, qu'est-ce que cela veut donc dire? Est-ce que nous devons comprendre que les députés, disons, des autres partis ou régions, encore que dans le nord-ouest, par exemple, tous les députés ne sont pas du SDF, n'est-ce pas? Et que dans le sud-ouest, tous les députés ne sont pas du SDF. Et donc, cette sorte, je ne dirais pas d'appropriation, mais le SDF lui-même, est-ce qu'il est conscient qu'il est tombé dans l'image ou le piège que le gouvernement lui a toujours tendu d'un parti régional, si ce n'est régionaliste, qui ne défend que les intérêts, n'est-ce pas, de sa région. Ainsi de... Après, maintenant, vous pouvez regarder la procédure parlementaire. Que les députés SDF s'étaient offusqués en disant, eux, ils ont cotisé pour Boko Haram, par exemple, pour soutenir les victimes. Pourquoi on ne peut pas parler de la crise anglophone cette fois-ci? Mais je dis ceci, Christian. Dans ces choses-là, avant d'arriver à l'hémicycle, vous avez d'abord l'hôtel des députés, vous avez la permanence pour ceux des députés qui en ont, vous avez vos contacts personnels qui font en ce que vous pouvez quand même échanger et savoir qu'est-ce que votre collègue ou votre camarade peut accepter de soutenir dans votre démarche sans trahir ses convictions politiques. Avant que maintenant à l'Assemblée, parce que vous savez, les institutions, c'est une question de mentalité. C'est un ordre, c'est des rituels. Donc, lorsqu'on arrive au débat général, mais en fait, je veux dire qu'on sait déjà qu'il y a une question à poser. Le gouvernement sait qui va poser la question, a même déjà préparé la réponse. Mais ça, c'est sans compter qu'en coulisses, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et donc, je suis un peu étonné que beaucoup de députés ont l'impression que c'est une fois à l'hémicycle que leur travail parlementaire commence. Parce que de ce que M. Kopita a dit, et qui est vrai, je veux dire, sur le principe, il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu ceci. Mais je veux dire que ce serait plus pertinent, en tout cas pour moi, plus convaincant, si l'UDC, par exemple, pouvait sortir maintenant avec un projet de budget alternatif. Parce que tout le monde sait bien qu'en novembre,
la session est consacrée au budget. Oui. Et donc, il y a un précédent budget, il y a une loi de règlement qui va arriver, chacun a ses projections ou ses perspectives et ses priorités, et donc dresse son budget de telle sorte que quand le gouvernement soumet maintenant le projet de budget, il peut donc sortir en disant, nous qui sommes de tel ou tel bord politique, de telle ou telle tendance philosophique ou idéologique ou bien économique, voici nos priorités. Et pour cela, nous préférons que, il parlait tout à l'heure de l'augmentation du budget de l'État, budget de fonctionnement, de la baisse du budget d'investissement, mais pour que ce soit plus intéressant, ce serait de nous dire que nous, dans notre budget, nous voulions proposer que le budget d'investissement soit de tel, que le budget global soit de tel, qu'en termes de priorisation, les enveloppes les plus importantes aillent à tel ou tel secteur, et pas seulement de venir faire un peu une sorte de lecture suivie. Le gouvernement a dit 1, 2, 3, et puis on lui dit non, l'addition là n'est pas exacte, comme si, là je crois c'est pas profond. Voilà ce que moi je peux dire. Augustin Talla, vous avez compris cette session. Comment est-ce qu'on appelle la stratégie du SDF en politique? Non. En fait, vous savez, il n'y a pas une appellation particulière dans la mesure où chacun joue avec les moyens qu'il possède. Et lorsque vous êtes dans un système dont vous connaissez le mécanisme de fonctionnement, vous utilisez, parce qu'il faut toujours se situer dans le contexte camerounais. Faisons pas comme si, il ne faut pas qu'on soit naïf. Les lois au Cameroun sont, dans tout le monde, même en général, sont toujours rédigées pour favoriser ceux qui sont au pouvoir. Et ils le font exprès. Et quand nous sommes dans un contexte d'assurer une longévité certaine, on est dans les mêmes procédures. Donc, au Parlement, le SDF n'avait que ce moyen. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt M. Soa, quand il dit qu'il y a le coulisses. Bien évidemment, je ne veux pas vous dire les échanges de coups de fil entre le président du groupe parlementaire SDF au Sénat et le ministre Grégoire Ona, qui sur ce plan remplace le ministre Amadou Ali. Les coups de fil étaient denses. Je peux vous dire que le couloir, ça ne manque pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait problème pour qu'on se livre au spectacle? C'est ça la question. Voilà, c'est là où tout devient très intéressant. Parce que le public ne voit que la conséquence d'un truc qui a été construit en offre. Et on profite du fait qu'il y a les médias pour se faire entendre, pour se faire voir. Et c'est très important. Parce que autant vous aurez des personnes qui vont vous soutenir, autant il y aura des gens qui vont vous dire que vous n'en aviez pas besoin. Mais il y avait quoi d'autre à faire? C'est ça la question. Y avait-il une autre occasion? Non. Quand vous refusez par exemple à un parlementaire de questionner le budget et que vous le faites adopter manu militari, il y a un problème. Parce que si le parlementaire ne peut pas parler, il fait ça donc à quoi là-bas? C'est élémentaire. Figurez-vous que par exemple aux États-Unis, le parlementaire peut monopoliser la parole toute une journée. Personne ne viendra lui dire qu'il n'est pas dans son rôle. Mais au Cameroun, pendant que les gens manifestent, le président de l'Assemblée nationale, par exemple, peut adopter, et à la fin, c'est fini. Donc il ne faut pas qu'on se trompe, le Parlement n'est pas souverain, et les clivages politiques sont au-dessus des intérêts de nos populations. Voilà la réalité. Et du coup, on est amusé de dire que mais finalement, est-ce que c'est les parlementaires de l'opposition qui ont la fibre patriotique? Oui, parce que s'il y a une question comme la question anglophone, je ne pense pas qu'il fallait faire du bruit pour que les parlementaires se penchent sur cette question qui peut être, si on s'amuse, notre part de guerre interne. Parce qu'il ne faut pas qu'on joue avec. Ce n'est pas un jeu. Quand on commence à tuer nos forces de l'ordre, à tuer nos populations, dites-vous que, et vous vous souvenez qu'à l'époque, je vous avais dit, méfions-nous pour ce conflit parce que la radicalisation est forte. C'est possible. Et voilà que nous y sommes. Nous y sommes. Voilà. Si on vous dit, asseyons-nous pour débattre même avant d'arriver au budget. Le budget au Cameroun, tel qu'on le connaît, c'est seulement une distribution de petits cadeaux entre copains. Puisque comment est-ce que si vous voulez développer un pays, le fonctionnement est plus important que les investissements? Il faut dire que les gens ont voté un budget pour manger. Alors, on vous dit, avant que vous ne mangez, arrangeons quand même pour que les autres ne se fâchent pas beaucoup. Vous dites que non, on n'est pas ici pour ça. Il faut qu'on vote le budget pour que les gens mangent. Donc, c'est manger qui est plus important. Le SDF était dans son rôle. L'UDC était dans son rôle. Maintenant, les autres partis de l'opposition qui ont préféré jouer à la politique de l'autruche, et certains ont même décidé de critiquer la posture du SDF, sans bien évidemment rien proposer, parce que dites-vous que le Parlement n'est pas nouveau au Cameroun. Pourquoi le SDF a décidé, ou l'UDC ont décidé cette option cette fois-ci? Cette fois-ci. C'est pour dire qu'à force de respecter la procédure, on a fini par en être déçu. Peut-être en tentant d'autres choses, on peut aboutir. Même si ça n'a pas abouti, mais au moins ça vaut le coup d'avoir essayé.
Kopita d'amour. Alors, Pourquoi le SIF a véritablement décidé cette fois-ci de se lâcher? C'est parce que c'est la dernière session de cette législature ou alors? Non, avant de répondre à votre question, permettez que je revienne sur les propos de Philippe Soa, qui pense que la contestation de l'opposition devrait être plus compréhensible s'il y avait des projets de budget alternatifs. Ce n'est pas le rôle de l'opposition. Je dois dire que dans toutes les institutions du monde, vous prenez même une entreprise, le budget est préparé par l'instance exécutive. Quand vous prenez une entreprise, il y a le conseil d'administration, il y a la direction générale. C'est la direction qui est l'exécutif de l'entreprise qui prépare le projet. Maintenant, on revient au conseil d'administration de scruter ce projet-là et de voir que ça coïncide avec la vision et les objectifs visés et qu'il n'y en a pas trop ou il n'y en a pas trop peu. Donc c'est ça. Quand vous ramenez cela au niveau de l'État, le pouvoir législatif joue au sein de l'État le rôle que le conseil d'administration doit jouer au sein d'une entreprise. Donc il ne revient pas aux partis politiques de faire des propositions. Je dois dire que conformément à la Constitution, l'initiative de la loi appartient concomitamment à l'État qui peut faire des projets à l'exécutif qui peut faire des projets de loi et au Parlement qui peut faire des propositions de loi. Sauf que et ce n'est pas moi qui vais vous dire. Les partis d'opposition ont souvent des gouvernements fantômes. Non, ce n'est pas moi qui vais vous dire que tout est arrangé dans notre Parlement de manière à ce que depuis l'indépendance, aucune proposition de loi n'a pu prospérer. Nous, à l'UDC, nous en avons fait tellement que je ne peux pas me mettre à vous citer ici. Ça n'a jamais pu prospérer parce que c'est le président de la République qui donne l'ordre du jour, si vous ne le connaissez pas, qui donne l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Et on parle d'un pouvoir indépendant dont aucune proposition ne parvient à prospérer. Qui le stipule ici, non, le règlement intérieur, c'est une loi. Vous savez, le règlement intérieur du Parlement est une loi qui est votée par qui? Pas de gens qui croient mettre la discipline de leur parti au-dessus de l'intérêt de l'État. Voilà le problème, et je crois que M. Talla l'a dit. Les gens ne comprennent pas que quand on est élu, et c'est pour ça qu'on a consacré le mandat impératif, la discipline du parti ne peut pas primer sur l'intérêt de l'État. On est à l'Assemblée pour l'État et c'est pour ça que le député est député de la nation et non député de sa circonscription. Le sénateur est là pour représenter les collectivités territoriales décentralisées, mais au niveau, nulle part vous ne verrez qu'on vous dise qu'un parlementaire représente son parti. Il n'est pas là pour bagarrer, pour maximiser l'intérêt de son parti. Ce n'est pas la guerre idéologique au Parlement. C'est la guerre pour l'intérêt général de l'État. Et on voudrait que les lois correspondent, cadrent mieux les intérêts de la population. Mais ici aussi les directives de son parti. Non, les directives du parti doivent être suivies tant qu'elles ne vont pas à l'encontre de l'intérêt général. Parce qu'un député reprend l'intérêt général du parti, de l'État. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'au Cameroun, on a un paradoxe important. Le paradoxe de l'instabilité des institutions comparativement à la grande stabilité des acteurs qui animent les institutions. C'est le contraire des pays qui veulent le développement. Quand vous prenez les États-Unis, vous connaissez combien de temps la constitution des États-Unis date du... On ne l'a pas modifié. Le processus de vote de loi là-bas inclut la volonté du peuple, l'opinion du peuple. De sorte que quand la loi arrive à être votée, on sait que cette loi-là, la population se reconnaît dans cette loi parce qu'elle cadre mieux ses intérêts. Au Cameroun... Sauf que depuis 3 ans, l'UDC demande le changement de la Constitution, la modification. Ce n'est pas seulement depuis 3 ans. L'UDC a fait, et c'est à ce niveau que je peux vous dire que nous faisons le travail alternatif. L'UDC a fait en 1994 un projet de constitution alternatif. Lorsque le président, nonobstant les dispositions prises à l'issue de la tripartite de 91, avait choisi la voie de faire un comité constituant qui n'était plus ce que la tripartite avait été. L'UDC a travaillé et a produit un avant-projet de constitution complet. Oui. Et nous sommes allés en élection avec ça. Mais la constitution de 96 n'a pas tenu compte, de ces que des dispositions qui sont périphériques. Mais je dois dire que vous m'avez posé la question si le SJF ne pouvait pas faire autrement, le SJF et l'UDC. Mais d'ailleurs, je profite pour vous dire,
contrairement à ce que vous avez observé, les autres partis de l'opposition, et je l'ai dit dans ma première prise de parole, que même ceux qui font partie de la majorité ont manifesté leur désir de dire des choses sur le budget. L'UPC a demandé la parole. Le MDR a demandé la parole. Oui. Le MSC a demandé la parole. On ne leur a pas donné, tout simplement. Donc, si on leur avait permis de s'exprimer, vous aurez dû quand même constater qu'il y avait des choses à redire dans ce budget. Parce que quand un parlementaire demande la parole en plénière d'adoption du budget, ça veut dire qu'il a quelque chose à critiquer dans le budget. On n'a pas tout simplement permis cela. Peut-être vous le dites parce qu'ils n'ont pas réclamé avec autant de bruit et de force que l'UDC et le SDF. Mais pourquoi le SDF et l'UDC passent à cette étape? Je dis tout simplement que en démocratie, la première démarche, c'est que vous essayez pacifiquement de vous exprimer en respectant les canaux légaux, la loi. Mais quand on vous oppose en violation de la loi de manière permanente, on vous prive de vos droits en violation de la loi. Parce que qu'est-ce que le député a de droit si ce n'est le droit de s'exprimer devant le pupitre de l'Assemblée? Si vous lui refusez cela, ça veut dire que vous avez atteint le summum, n'est-ce pas, de la violation de ses droits. Mais quand on le fait, on commence à s'exprimer. Regardez la démarche du SDF. Le SDF a commencé par boycotter, c'est-à-dire s'abstenir de participer à l'Assemblée. J'allais dire comme à son habitude. Non, bon, à son habitude, personne. C'est-à-dire que toutes les expressions en politique sont bonnes, il faut seulement les interpréter et comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et le SDF a commencé par s'absenter à la plénière d'ouverture. On n'a pas tenu compte, on a dit c'est rien, ça ne veut rien dire du tout. Donc le chien aboie la caravane, parce qu'ils ne sont pas là, les choses continueront à marcher parce qu'ils ont leur majorité obèse là-bas. Mais maintenant, le SDF dit ok, comme ces gens ne comprennent pas le message que nous leur envoyons en nos abstenants de venir, nous allons venir là et nous allons les empêcher de travailler. Vous voyez? Donc au fur et à mesure que vous vous obstinez de manière orgueilleuse à défendre aux gens de jouir de leurs droits ou à comprendre ce que les autres vous disent, quand le SDF et l'UDC demandent d'inscrire la crise anglophone à l'ordre du jour en débat à l'Assemblée, est-ce que c'est pour l'intérêt de ce parti? Et ça veut dire que si on fait ça, si on arrange le problème là, c'est l'UDC et le SDF qui vont en profiter. C'est un problème de la nation, c'est un problème de la République. Et le Parlement doit donner sa position là-dessus. Tout le monde a donné sa position. Si on demande aujourd'hui quelle est la position du Parlement camerounais sur la gestion de la crise anglophone, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ont dit diront rien. Donc nous disons simplement que on monte en degré, on change de disque au fur et à mesure qu'en face, on nous oppose la sourde oreille ou l'orgueil ou l'insulte. Parce que l'insulte, ce n'est pas seulement de vous tenir des propos malencontreux, mais des gestes qu'on vous fait, des gestes de mépris, vous amènent à comprendre que ces gens ne vous considèrent pas. Et quand on ne nous considère pas, on va changer de cap. Et vous avez vu la démarche avec cette crise anglophone. Les avocats et les enseignants n'avaient pas commencé par descendre à la rue. Ils ont plusieurs fois demandé l'audience au ministre Laurent Esso qui a refusé s'agissant des avocats. Et puis ils ont décidé de descendre à la rue. Après la descente à la rue, on est passé à la violence, répression, et puis maintenant on est à la lutte armée. On est dans la guerre. Bon, Dieu seul sait ce que demain sera si on ne comprend pas que seul le dialogue peut résoudre ce problème. C'est la même chose au Parlement. Si on ne comprend pas l'état de l'atmosphère sociopolitique qui règne dans ce pays et qui est renvoyé cette fois de manière forte par le Parlement, qui est la deuxième plus importante institution du pays, je crois que le pouvoir va tout simplement se préparer au pire. Et ils en seront responsables. Augustin Talla, c'était la 4e session depuis que la crise anglophone a commencé. Le ministre Grégoire, on a dit que le SDF n'a pas respecté les procédures. C'était la session budgétaire, il fallait respecter l'ordre du jour. Est-ce que c'est finalement parce que peut-être certains élus savent qu'ils sont vers la porte de sortie, ils veulent faire quelque chose pour marquer leur mandat? Quand le ministre dit que c'était la session budgétaire, il fallait respecter la procédure. Est-ce qu'en session budgétaire, on ne parle que du budget? Ils ont voté 5 autres lois en dehors de la loi des finances. Est-ce qu'on ne parle que du budget? C'est la question que j'aimerais, à laquelle il faut répondre. Par exemple, le jour où ils ont perturbé le Premier ministre, quand il présentait le programme financier, économique et socio-culturel, le RDPC a dit non. Il n'y avait qu'un seul point à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'était la présentation du programme. Le SDF n'a pas respecté les procédures. Et le jour où il y avait autre chose. Vous savez, il ne faut pas qu'on entre dans ce jeu.
comme des petits enfants, c'est-à-dire qu'on joue là au mot. J'ai comme l'impression que nos gouvernants nous prennent finalement pour des petits enfants qu'il faut manipuler comme on veut, bien que les choses évoluent. Parce que ce qui les surprend, c'est que les choses sont en train d'évoluer. Et peut-être comme dans tout pays où les dirigeants sont orgueilleux, ils sont toujours les derniers à se rendre compte. C'était une manière pour les élus SIF de marquer leur mandat. Respecter la procédure, c'est quoi? C'est d'abord inscrire un fait à l'ordre du jour. Cela passe par la conférence des présidents d'abord. Vous permettez, la condition qu'on fait aux parlementaires de demander une commission d'enquête par rapport à une situation. Par exemple. C'est ce que les parlementaires SDF ont fait. Maintenant, le président, si on prend le cas du président du Sénat, il a même admis qu'on devait l'inscrire à l'ordre du jour. Bien que nous savions que il a beaucoup négocié. Hein. Bien évidemment, parce que peut-être que, je ne sais pas pourquoi il a beaucoup négocié plus que l'autre. Il a été diplomate. Voilà. Mais tout ça revient à quoi? Aux mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'il vous fait croire qu'on va adopter, même quand vous acceptez que, bon, d'accord, il a quand même été ouvert. Vous savez au fond qu'il ne va pas accepter. Puisque je vous ai dit dès le départ que le Parlement n'est pas souverain. C'est le président de la République qui décide de ce qui va passer. Conformément à la loi. Il vous dira qu'il n'a pas violé la loi. Qui, le président de la République? Oui, le règlement de l'Assemblée, du Parlement. Non. Si vous interdisez, si le président s'y mixe dans la gestion parlementaire, il y a quelle loi lui autorise à gérer le programme parlementaire? Pas le programme fixé par exemple. Il y a l'article 37 du règlement intérieur de l'Assemblée qui est clair. Qui dit que l'ordre du jour de la session est fixé en priorité et dans l'ordre arrêté par le gouvernement et par l'ordre fixé par le gouvernement et accepté. C'est ce règlement intérieur que les parlementaires ont voté. Je crois qu'ils étaient tous lucides le jour-là et qu'ils avaient lu le texte qu'on leur a proposé. Vous savez, le règlement intérieur n'est pas supérieur à la Constitution. Soyons clairs là-dessus. La Constitution donne la possibilité aux parlementaires d'ouvrir une commission d'enquête. On se comprend? Oui. Le règlement intérieur n'est pas supérieur à la Constitution. Ne nous perdons pas dans des petits... C'est ça qui nous gêne dans ce pays. Il a pris cet exemple sur l'immixtion de l'exécutif dont vous parliez. Or, l'immixtion de l'exécutif n'est pas flagrante, elle est sournoise à travers ces différents éléments. C'est-à-dire qu'à travers ces parlementaires qui sont là. Ce n'est pas que le président porte ses pieds pour venir dire que ça ne passera pas, non. Il y a ces éléments, les parlementaires qui agissent en soutien. Moi, je peux vous garantir que même certains députés RDPC ont été favorables en offre qu'on pose cette question à l'ordre du jour. Bien sûr. Mais il faut respecter la discipline du parti, ça on les comprend. Pourquoi donc vous ne pouvez pas respecter le droit des autres de demander qu'on mette ça à l'ordre du jour, étant donné que c'est conforme, ce qu'ils demandent est conforme à la Constitution? Ça veut dire que les intérêts sont autres que ceux du Cameroun. Parce qu'à partir du moment où une partie du Cameroun est presque en état d'urgence et qu'on ne peut pas questionner cela, ou qu'on ne peut pas lui apporter, si les parlementaires décident d'apporter leur soutien à la résolution de ce conflit. Rappelez-vous, je vous avais dit, toujours sur ce plateau, vous me disiez que pouvaient faire les parlementaires. Je vous avais dit, ils ne feraient rien parce que tout dépend de l'exécutif. Et nous en sommes là, non? Puisque voilà qu'ils ont tenté et l'exécutif bloque. Parce que ne croyez pas que c'est le Parlement en tant qu'institution qui bloque, mais c'est l'exécutif qui exerce la pression sur les parlementaires de son camp pour que ça ne passe pas. Sinon, qui a intérêt à ce que le statu quo là persiste? Moi, je peux vous faire croire qu'il y a des gens qui a aussi intérêt à ce qu'on ne vote pas la loi des finances d'une année qui est devant nous et qui est une année stratégique. Vous savez, quand on pour le devenir de la nation. Quand on vote la loi des finances, c'est généralement la nouvelle année qu'on commence à l'appliquer. Maintenant, pour vous poser la question, où en est l'urgence? Une commission d'enquête, ça ne prend pas 2 ou 3 jours. Et elle a un nombre de jours limité. C'est pour dire que même en décembre, on pouvait revenir sur la loi des finances. On se comprend? Je peux vous parier que même jusqu'en janvier, même jusqu'en mars, vous aurez les services qui n'auront pas de fonctionnement. C'est vrai, non, monsieur Soir? Oui. Vous en savez quelque chose? Oui. Ils n'auront pas. Pourtant, on a tout fait dans la précipitation. Donc, ce n'est pas qu'on veut s'opposer au vote du budget, encore qu'on paye les parlementaires dans ce vote. Alors, si ils luttent contre ce par quoi on va les payer, oui. C'est contradictoire, non? C'est contradictoire, non? Exact. Alors, l'État devrait fonctionner pour aussi peut-être résoudre cette crise. Voilà, c'est aussi que pour manger, il faut manger dans un environnement convenable. Ils ne peuvent pas gagner de l'argent alors qu'à côté d'eux, ils ne peuvent pas en jouir aussi facilement. Je crois que cette démarche n'était pas mauvaise. Mais c'est l'attitude du gouvernement qui n'a pas été galante. Vous savez, le gouvernement n'a pas été galant sur ce point. Il a, à travers le Parlement, tout bloqué pour que rien ne passe.
On peut créer une commission d'enquête. Et on les laisse y partir, ils font ce qu'ils ont à faire, ils reviennent, ils font un rapport et ils donnent au gouvernement. Le gouvernement est maintenant libre d'appliquer ou de ne pas appliquer parce qu'au finish, il est le dernier à décider de s'il va appliquer ce que les parlementaires ont dit ou pas. D'où vient-il qu'on les empêche? Pour ceux qui étaient à la conférence, j'ai vu votre chaîne hier du président du groupe SDF. Oui. Vous avez vu, il y a un député qui a présenté une situation qui n'est pas convenable pour un pays de droit. Parce que quand des hommes en tenue bloquent un député à 200 mètres de chez lui, au point où il faut que le sous-préfet, qu'il appelle le sous-préfet pour que le sous-préfet ordonne qu'on le laisse passer. Quand il présente sa carte, son macaron, on dit que nous c'est rien. C'est des pays comme ça qui sont, c'est des choses comme ça qui sont révoltantes. On est aussi en guerre. Tout ça. Bon, vous savez, le gouvernement jusqu'ici n'a pas accepté que c'est une situation d'état d'urgence ou d'état de guerre. Hein. Oh, mais sauf qu'on a dit clairement, il a dit clairement que on a affaire au groupe terroriste. J'ai dit le gouvernement jusqu'à aujourd'hui, il parle même des zones sécurisées. Non, ça c'est une interprétation de la presse gouvernementale. Dans le gouvernement a donc dit quoi? Si vous avez l'information officielle, le chef de l'État a dit que tous les moyens seront mis en œuvre pour que l'ordre règne dans ces régions-là. Ça ne veut pas dire que le droit a perdu son droit d'exister. Quand on est en guerre, il y a des mesures exceptionnelles. Vous êtes d'accord avec moi? Conclusion, les zones anglophones sont en guerre. Exact. C'est vous qui me l'apprenez. C'est le chef de l'État qui l'a dit à l'aéroport de retour d'Abidjan. Vous savez, c'est vous qui me l'apprenez. On se comprend? C'est vous qui me l'apprenez. Il l'a dit à... Parce que le gouvernement refuse même qu'il a militarisé ces zones. Le gouvernement refuse systématiquement qu'il a militarisé ces zones. Si maintenant vous m'apprenez que le gouvernement a militarisé ces zones, bon, je crois que peut-être qu'après ça, la DG viendra nous prendre pour que vous lui donniez où vous avez l'information. On est désormais, le Cameroun est désormais en guerre au nord et au sud-ouest. Philippe Soa, oui, moi, est-ce que les députés SDF sont en train de jouer leur carte? Oui, moi je crois que nous sommes là dans une approche politicienne, n'est-ce pas, de la vie parlementaire des élus qui sentent bien comment le sol est en train de disparaître sous leurs pieds. Parce que je me demande, enfin eux-mêmes se demandent sur quel pied danser, compte tenu du leadership désormais qu'ils ont perdu, n'est-ce pas, auprès des populations. Ils n'ont pas su répercuter à temps les desiderata de cette population. Rappelons qu'ils sont les élus de cette population, n'est-ce pas? Ils sont certes députés de la nation, sénateurs, mais ils viennent de là, ils vivent là-bas. Et donc, qu'une situation comme celle-là fasse, j'allais dire, irruption dans l'espace public, à l'insu des gens qui sont censés être les représentants de ces populations, que des missions de bons offices, n'est-ce pas, de bons auspices soient tentées et que elles essuient systématiquement des échecs, y compris de la part de ces parlementaires. Vous comprenez bien qu'il faut trouver une nouvelle corde. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit M. Soa. Enfin, je veux dire que... Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire entendre raison, n'est-ce pas, aux protestataires? Soyons clairs. Vous savez, vraiment, il y a une chose là qu'il faut relever. Les parlementaires, plusieurs fois dans leur... Si je prends par exemple les cas du parlementaire du STF, ont posé des questions sur la décentralisation. Pourquoi n'est-elle pas effective? C'est en cours, dit le gouvernement. Je dis, pourquoi n'est-elle pas effective? C'est au moins depuis 3 législatures. Le gouvernement n'a jamais mis en œuvre cette décentralisation. Quand vous dites qu'ils ont exprimé la volonté, qu'ils n'ont pas suffisamment exprimé la volonté, pourtant, ce qui fait problème aujourd'hui, c'est que le peuple anglophone n'a pas l'impression d'avoir le pouvoir. Les populations anglophones n'ont pas l'impression d'avoir le pouvoir. Et c'est ce que ces populations-là revendiquent. Or, les parlementaires de cette zone ne les ont-ils pas relayés à temps? Si, ils l'ont fait. Même les parlementaires non anglophones les ont fait en leur temps. Je dis que ce soit du Sud, que ce soit... Je dis même les parlementaires du RDPC ont demandé au gouvernement à au moins 3 législatures pourquoi est-ce que la décentralisation n'est pas effective. Le gouvernement n'a jamais daigné répondre positivement, c'est-à-dire en les mettant en œuvre. Maintenant, quand vous dites que les parlementaires n'expriment plus les désirata de la population, je m'interroge. À quel niveau? Parce que précisément, je crois savoir que la ligne dominante parmi les protestataires demande plutôt le fédéralisme. Et que venir parler de décentralisation qui ne marche pas, depuis bientôt 21 ans, je veux dire que ça a enfoncé une porte ouverte.
Et quand je vais encore parler de propositions alternatives, vous allez me dire que ce n'est pas la vocation. Je ne comprends pas, monsieur Sow. Non, on se comprend. Non, parce que vous me dites décentralisation qui ne marche pas. Parce que pour que quelque chose ne marche pas, il faut qu'elle soit effective. Elle est effective. Si, elle est effective. Les maires sont élus. Vous avez dit que vous ne comprenez pas encore la décentralisation dont il est question. Les maires sont élus. Il y a bien un transfert de compétences et de ressources. Y a-t-il des présidents de régions au Non, Cameroun? mais je veux dire que la décentralisation ne se résume pas ou ne commence pas par la mise en place effective des régions. C'est pour ça que j'ai dit peut-être tout à l'heure que c'est en cours. C'est pour ça que je dis, c'est donc ça le problème. Non, parce que quand les gens revendiquent le fédéralisme, c'est la conception anglo-saxonne de la décentralisation. On se comprend? Parce que les régions ne sont pas là. Oui. Les gens s'imaginent que si demain il y avait les régions, ça changerait quelque chose. Exact. N'est-ce pas? C'est parce que, et ça, c'est le travail à la fois de l'opposition, mais également des universitaires, d'expliquer aux gens assez clairement dans quel pays nous sommes. Parce que le problème, c'est que les gens vivent avec les illusions. Je dis qu'on a dit démocratie, on a dit état de droit, on a dit république, n'est-ce pas? Et les gens ne comprennent pas toujours que nous avons une histoire politique qui fonde l'État du Cameroun. Et que l'État du Cameroun a des piliers, a une mentalité, une philosophie, une idéologie, n'est-ce pas? Et lorsque le gouvernement parle de décentralisation, eux, ils comprennent très bien ce qu'ils disent. Parce que ce n'est pas un fait de hasard si elle, je veux dire, elle avance à pas de tortue. Parce que dans la conception, n'est-ce pas, du système ou du régime en place, le simple mot décentralisation résonne dans leur esprit déjà comme un échec. C'est-à-dire que c'est comme un déni de l'État tel qu'eux ils l'ont pensé. N'est-ce pas? Et ma fin, c'est pour cela. C'est pour cela que lorsque j'entends donc l'opposition, en tout cas le SDF, entonner le même hymne avec le parti au pouvoir, parlant de décentralisation, je me pose la question, est-ce qu'ils parlent de la même chose? Non, le SDF parle de décentralisation en termes de mise en œuvre effective, mais pas en termes de projet. Ça ne Parce change. que le gouvernement parle en termes de projet, il faut faire la différence. Mais qu'est-ce que ça change? Quand vous défendez un projet pour on va aller doucement et l'autre défend un projet pour faisons-le maintenant. C'est deux choses différentes. Mais c'est à la qu'est-ce que ça changerait? J'ai dit que nous avons bien vu. Vous ne pouvez pas évaluer ce que ça changerait. Non, moi, enfin, j'évalue l'existant. Qu'est-ce qui est existant? Nous avons les mairies qui sont là. Dites-moi en quoi les mairies actuelles changent avec le système unitaire du président. Ça change quoi? Rien. Non, ça change. D'abord parce que ces maires-là sont élus sur la base d'un projet. Ces maires ont des compétences beaucoup plus élargies. Ces maires ont des ressources plus importantes, certes pas suffisantes, en tout cas du point de vue de leurs aspirations. Mais maintenant, on peut retourner et évaluer et demander, est-ce que vous pensez que la gouvernance locale, dans l'esprit ou en tout cas dans l'environnement actuel, s'est améliorée alors que les conseils municipaux sont élus, qu'ils votent leur budget, qu'ils peuvent maintenant lever des taxes, il y a une fiscalité locale. Est-ce que vous pensez que ça avance? J'en doute. Je crains que même si on mettait les régions demain dans l'environnement actuel, on n'aurait pas une meilleure gouvernance locale. À commencer par... Enfin, vous pensez que les députés qui sont là, c'est un fait de hasard si les populations ne se reconnaissent pas en ces gens? Parce que quand il y a une situation de crise et qu'un élu de cette population-là se présente, la moindre des choses, c'est quand même que la population l'écoute. Mais que bon Dieu, nous n'avons personne actuellement capable, ne serait-ce que de faire taire les protestataires qui sont là. Donc c'est là où nous en sommes. Vous croyez que nous sommes à l'affrontement armé maintenant? Pourquoi? Parce que nous sommes dans une sorte de crise d'interlocuteurs. Le gouvernement ne veut pas, au risque de, j'allais dire que de cautionner ou de valider la posture de ces gens. Mais qui d'autre? Monsieur Soir, quel est l'interlocuteur parlementaire que le gouvernement a choisi et qui n'a pas été accueilli? Enfin, est-ce qu'on a à le choisir? Bon Dieu, vous êtes l'élu. Que ce soit sénateur, ce sont vos régions. Député, vous êtes de la nation, qui plus est, vous êtes un natif de là. Sérieux. Enfin, quand même. Non, soyons sérieux, n'est-ce pas? Bella Mokichal et les autres accompagnaient la délégation des élites dont le gouvernement a envoyé dans les régions du Nord. Ils ont été, j'avais failli dire pourchasser, pour ne pas dire chasser. Vous savez, il faut faire la différence entre les parlementaires de l'opposition et les parlementaires du pouvoir. Parce que ceux de l'opposition peuvent avoir la chance d'être écoutés. Pourquoi pas? Regardez Wiba.
Est-ce qu'il n'a pas écouté? Est-ce qu'il n'a pas été écouté? Son seul défaut, c'est qu'il revendique quelque chose qui ne nous arrange pas forcément. On se comprend? C'est-à-dire qu'il est entré dans une perspective sécessionniste. Voilà là où il devient un problème pour nous. Je ne sais pas si on se comprend. Mais au fond, est-ce qu'il n'est pas écouté? On a vu comment les populations l'ont porté haut la main. Maintenant, ce qu'il revendique n'entre pas dans le cadre institutionnel que nous défendons. Oui. Nous ne disons pas qu'il n'a pas la base avec lui, il a la base avec lui, mais il revendique un concept que nous combattons. Parce que le SDF, par exemple, si il faut parler du SDF, ils n'ont jamais opté pour le sécessionnisme. Oui. Ils ont toujours prôné le fédéralisme. Exact. Maintenant, s'il y a un député... Par opportunisme, hein, mais bon. S'il y a un député, finalement, les partis politiques prêchent toujours par opportunisme, même le gouvernement prêche par opportunisme. Donc ça ne devrait pas... On dit que l'occasion fait le larron. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on veut faire croire aux gens que l'opportunité est un péché. Parce que j'ai lu là partout, on dit que c'était l'opportunité, ça va de soi. D'accord. Si vous perdez une opportunité, c'est votre problème. D'accord. Koupita Damou. On se comprend? Oui. Alors, est-ce que aujourd'hui, que la loi a été votée et que peut-être certains partis de l'opposition ont usé un peu de violence, est-ce qu'aujourd'hui, l'UDC regrette ce qui s'est passé? C'est quoi la suite? Non, l'UDC ne regrette pas ce qui s'est passé, mais s'il y a un regret... Donc il faut craindre qu'en mars, cette fois, ce soit peut-être 5 parlementaires qui se voient le crâne fracassé. S'il y a un regret, c'est à l'endroit de l'honorable Roland Richard, qui a été... comme ça, je crois de l'institution aussi, hein. Pour le spectacle qui n'était pas digne. En ce qui concerne l'institution, oui. Monsieur Philippe Souab me permet de revenir sur un autre fait marquant qui porte atteinte à l'image du Cameroun. Vous savez que lundi dernier, Madame Bamjoua a été l'invitée du café politique. Exactement. Qui est organisé par le club des journalistes politiques. Nous y sommes arrivés et on a trouvé que les gendarmes étaient là empêchant l'accès aux journalistes parce que le président Kavayegue a refusé que cette conférence puisse se tenir. Parce que le président Kavayegue s'est dit agir à la demande des députés RDPC qui seraient venus dire qu'il faut que Madame Damjoua demande excuse à l'Assemblée nationale avant quoi que ce soit. Nous disons non. C'est à l'Assemblée de lui demander des excuses. Bon. Tout simplement pourquoi? Parce que, dites-nous. Vous savez, on ne peut pas allumer le feu et se plaindre d'avoir la fumée. Il faut d'abord commencer, quand vous avez un fait devant vous, l'attitude raisonnable humaine, c'est de se préoccuper des causes et non des effets. Vous comprenez? Lorsque le président de l'Assemblée se comporte comme président de députés du RDPC, refuse la parole aux députés de l'opposition qui en ont besoin. À quoi vous attendez-vous? C'est à eux de demander. Ils n'honorent pas l'institution en se comportant ainsi. On n'est pas à l'Assemblée pour que cette Assemblée-là soit monosonore. On est à l'Assemblée pour que les débats jaillissent et que de ce débat-là, qu'on retrouve la meilleure solution ou la meilleure approche qui satisfasse l'intérêt de la nation. Donc, pour nous, c'est à eux de demander pardon parce qu'on a privé du droit absolu des députés et peut-être la nation d'une correction qui aurait dû permettre d'améliorer ce qui va être fait là maintenant. Vous comprenez? Donc c'est dans ce sens que nous disons qu'il n'y a pas... sa carte politique. Il n'y a pas... En fait, pour être exact, c'est le SDF qui a empêché le débat, hein, parce que... Oui, et j'ai entendu... c'est le SDF qui a empêché le débat. Le SDF n'a pas empêché le débat. Parce qu'il y avait déjà... Le SDF a empêché le débat comment? Non, mais c'est ça le fait. Le fait, c'est que c'est le SDF qui a dit qu'il n'y a pas de débat général. Oui, le SDF a dit qu'il n'y a pas de débat. Pourquoi? Une fois de plus, vous vous intéressez aux effets et non à la cause. Parce qu'ils n'ont pas été entendus. Parce que quand on vous dit... je vois, Dr Talla, vous rappeler que constitutionnellement, le Parlement a le droit de commettre des commissions d'enquête sur une situation importante comme la crise anglophone. Ça, c'est la Constitution qui leur donne ce pouvoir. Et commettre une commission d'enquête ne voudrait pas dire que quand on l'institue, on doit aller mener l'enquête avant de venir faire les travaux de la session. Il suffisait tout simplement d'inscrire cela à l'ordre du jour, d'en débattre et de constituer la commission. La constitution de la commission, la résolution qui instaure la commission prescrit le délai d'exécution. On pouvait le faire et dire que cette commission va se déployer du 2 janvier au 1er février de sorte à nous faire le rapport à la session du mois de mars.
le problème serait résolu. Mais on a refusé cela et on pense que en opposant, parce que le refus de permettre à un citoyen de jouir de ses droits est aussi une violence. C'est une violence. Et puis, celui contre qui vous avez exercé cette violence-là va aussi regarder quel est le moyen de violence à sa disposition qui lui permette de vous répondre. Et c'est de cette manière que les parlementaires ont agi comme ceci. Moi, je ne peux jamais me plaindre d'eux. Je pense seulement que c'est ceux qui tiennent la règne du pouvoir qui ne mesurent pas l'importance des institutions qu'ils ont à diriger. Est-ce que qui s'en amusent avec. Est-ce que ces élus-là voulaient vraiment perturber la session? Parce qu'ils participaient aux réunions en commission et ce qui a été adopté en commission, ils perturbaient en séance plénière. Oui, c'est-à-dire que c'est pour montrer qu'on n'est pas dans la posture de déranger. La duplicité. On est dans la posture d'appeler au dialogue. On est dans la posture d'appeler à la prise de conscience. Vous comprenez? D'appeler à la posture de la prise de conscience. Parce qu'en commission, il n'était nullement pour l'opposition de bloquer l'évolution de la nation. Il faut que le budget soit voté. Et il y a une commission technique, c'est la commission des finances. Ça, on laisse fonctionner. Mais en séance plénière d'adoption, on fait comprendre à la nation qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont la nation est gérée. Si maintenant on vous entend, on vous écoute, ça sert à rien de maintenant réorganiser la session d'adoption. Donc moi je crois que ce n'est pas de l'hypocrisie que de travailler en commission et venir maintenant perturber la plénière d'adoption. La perturbation de la plénière d'adoption est un appel à la prise de conscience qu'on est en train de s'égarer pour pouvoir faire quelque chose. Non, votez contre pour que ça donne quoi? Non, pour qu'il soit inscrit que vous n'avez pas été d'accord. Mais attendez, je vous renvoie la même approche. Ce n'est pas ça. Je vous renvoie la même approche, monsieur Philippe Soie. N'était-il pas opportun de poser la question à l'Assemblée de passer au vote? Faut-il inscrire, oui ou non, la crise anglophone à l'ordre du jour? Vous savez que pour que la majorité s'exprime et que nous autres, nous taisions parce qu'on ne peut pas aller en tant que démocrate. Pourquoi voulez-vous qu'on n'a pas fait? Bon, moi j'ai quand même quelque chose à dire par rapport au développement sur l'état de la décentralisation au Cameroun parce que c'est un point important. Vous savez, l'une des causes de la crise anglophone, c'est cette non-application de la décentralisation de la Constitution. Le Cameroun, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la Constitution qui est appliquée. On appelle abusivement les provinces régions, alors que nous sommes dans la Constitution de 72 qui parlait des provinces. On est dans les provinces et non dans les régions. Vous ne pouvez pas dire que la décentralisation existe parce que les maires sont élus et ont des conseils municipaux qui délibèrent et votent leur budget. Ce n'est pas ça. Même avant la concrétisation, le changement de la dénomination de l'État, il y avait toujours les maires qui étaient élus. Les conseillers municipaux votaient toujours. Et je vous rappelle que en l'état aujourd'hui de fonctionnement, le peu de compétences et de ressources qu'on vous dit avoir transférées ne sont que de nom. Quand vous prenez par exemple le ministère des enseignements, de l'éducation de base, vous regardez son budget, vous allez voir que si chez moi à Bangorin, il y a projet de construction d'un bâtiment de 2 salles de classe, c'est dans le budget du ministre de l'éducation de base. Le maire n'a le droit ni de choisir le site, ni de choisir la forme, n'est-ce pas? C'est le ministre qui choisit. Et au moment où on va, encore moins de contrôle les finances, au moment où on va passer le marché, quand les commissions communales de passation de marché existaient, bon, la commission va choisir l'adjudicataire et le maire n'a pas les ressources dans le compte de la commune. Il doit simplement signer pour qu'on aille avec le carton touché au trésor public. Vous comprenez quelle est la décentralisation, quel est l'état de compétences et de ressources dont vous parlez. Donc vous ne pouvez pas dire que quelqu'un dispose d'un pouvoir alors qu'il n'a pas la possibilité du choix. Les maires ne peuvent pas le ministre attendre capter les subsides de l'État central. Les maires ont aujourd'hui la capacité et je suppose, les moyens, n'est-ce pas, de lever, n'est-ce pas, un ensemble de ressources au niveau local. Les impôts, la fiscalité locale existe avant et c'est encadré d'ailleurs. Et ces ressources locales dans aucune commune ne peuvent suffire à faire fonctionner la commune. Non, parce qu'ils sont dans la logique de la captation. On est dans la logique de la captation. Ce n'est pas question de logique de captation. On reste dans la logique de concrétisation de la décentralisation. Qu'est-ce que les ministres font? Qu'est-ce que les ministres font? C'est eux qui créent les ressources dont ils disposent? Non, on dit tout simplement que le transfert de compétences et de transfert de ressources ne devrait pas être théorique.
ça devrait être pratique de sorte que le maire ait le plein pouvoir de dire on a besoin de l'école publique dans tel quartier. Et non à Yaoundé de rester et choisir là où peut-être il n'y a pas, le besoin ne se pose pas avec la même acuité qu'ailleurs. Vous comprenez? Parce que le maire est au quotidien avec. Ensuite, il y a les conseils régionaux. On n'a pas, même dans le budget, on n'a pas prévu la mise sur pied des conseils régionaux. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui viennent régner en maître absolu sur le développement d'une région alors qu'ils ne connaissent rien de cette région. Si on avait l'autonomie, si on avait cette autonomie, de sorte que au niveau régional, les gens se prennent en charge, on aurait moins de problèmes et je crois que la crise anglophone ne se poserait pas avec la même gravité qu'on l'a maintenant. D'accord. Si vous permettez, je voulais dire vraiment à mon cher ami, M. Soa, qui a une façon de voir toujours la duplicité des partis politiques de l'opposition, même quand ils sont dans leur rôle. Parce qu'il faut d'abord qu'on soit clair, hein, ils sont dans leur rôle. Et revendiquer quelque chose ne veut pas dire forcément qu'on le revendique, parce qu'on veut perdre ou gagner. C'est que c'est légitime. On se comprend? C'est d'abord légitime. La question c'est est-ce que c'est légitime? Si c'est légitime, maintenant ce qu'on gagne derrière ou ce qu'on perd derrière, ça devient moins pertinent. Parce que c'est la légitimité de ce que l'on revendique ou sa pertinence qui fonde la lutte. Maintenant, est-ce que les partis de l'opposition, quand ils demandent que la décentralisation soit effective et qu'on débatte profondément en tant que Camerounais sur la crise anglophone, en quoi c'est mauvais? D'accord. Objectif. En quoi c'est mauvais? On va sortir de l'émission dans quelques minutes. Je voulais qu'on dise un mot justement sur ce budget qui a été adopté. Philippe Soa, ce budget pourra répondre aux attentes de la population. Beaucoup d'élections en 2018, la vie est chère et tout ce qui va avec, les grands chantiers de développement. Il faudra relever le défi de la CAN 2019. C'est réaliste, ce budget-là? Réaliste, oui. Mais est-ce qu'il va répondre aux attentes de la population? Je crains que depuis que je travaille un peu sur les budgets, il n'y a jamais eu aucun budget qui a été conçu dans cet esprit. Parce que l'attente de la population, c'est quoi? C'est à manger pour tout le monde. Avoir de l'eau potable. Avoir de l'eau potable. Pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Se soigner à moindre coût. Et j'allais dire efficacement. Avoir du travail pour ceux qui en ont un logement décent aussi. N'est-ce pas? Et pour arriver à cela, il faut commencer par, à la phase préparatoire, une approche participative. Recenser les besoins. Parce que, faute de l'avoir fait, vous avez des zéros qui apparaissent un matin et qui s'en vont déloger les gens ici et là, disant que vous êtes là dans une zone non habitable. Et j'ai toujours demandé qui, plein de sens, part habiter dans un endroit à risque. Si ce n'est, j'avais dit que faute de mieux. Et c'est pour cela que quand sa situation financière ou économique s'améliore, il essaie d'améliorer son habitat. Parce qu'il est bien conscient que c'est bien parce qu'il n'a pas de choix souvent qui se retrouve là. Et donc, il n'y a pas eu cette approche participative. Et je crois avec vous le savez aussi, le patronat s'est plaint de n'avoir pas été associé. Je dirais d'avoir été floué. C'est-à-dire que ils ont effectivement été entendus, mais rien de ce qu'ils ont proposé n'a été pris en compte. Vous avez la société civile qui est considérée comme une partie négligeable. Et plus encore, dans le processus budgétaire, je crois que cette session va beaucoup faire perdre au Cameroun en termes d'image. Parce que le Cameroun a pris des engagements et cette session était la dernière pour les honorer. Nous avons l'habitude de revendiquer la Cour des comptes ici. Il y a une directive communautaire qui enjoint chaque État de créer une Cour des comptes et on a jusqu'au 31 décembre pour le faire. Exactement. Et le Cameroun reste le seul pays dans la sous-région qui n'a pas encore de Cour des comptes. N'est-ce pas? Nous avons, pour ce qui est du Parlement, toujours une directive communautaire, un débat d'orientation budgétaire qui est le moment de débat, j'allais dire public, sans vote, mais qui permet d'avoir autour de la table
le Parlement, le gouvernement et la société civile pour discuter des priorités, des impacts, des enjeux, ainsi de suite, avant que maintenant le débat ne revienne entre le gouvernement et le Parlement sur ce qu'on vote, ce qu'on adopte, ce qu'on n'adopte pas, qui aurait dû être sur la table au cours de cette session. Il n'en est rien. Nous avons nos engagements internationaux en termes de communauté, CEMAC, CEAC, Union africaine, où il faut payer des contributions, où il faut prendre un certain nombre de facilités et qui demandaient la modification de certaines lois. J'ai vu qu'ils ont voté d'autres lois, mais n'ont pas trouvé le temps de voter celles-là, qui sont pourtant des engagements contractuels. Et pour ce qui est de ce budget, je crois que M. Adamou l'a déjà évoqué tout à l'heure, moi j'ai été particulièrement surpris que pendant qu'on parlait de réduction du train de vie de l'État, que le budget d'investissement soit en baisse. De combien? Dans des secteurs sociaux, enfin, le budget d'investissement de la santé en baisse, éducation en baisse, agriculture en baisse, sécurité, c'est-à-dire la police en baisse, défense en baisse, eau et électricité en baisse, travaux publics en baisse. Bon, enfin, on a l'impression que l'État va en congé, puisque maintenant, c'est avec le budget d'investissement qu'on développe, n'est-ce pas, des régions, l'État, ou qu'on crée les conditions maintenant de développement du secteur privé. Lorsque c'est sur lui qu'on s'en va maintenant se défouler pour dire qu'on est en phase de diète, je me demande si on est bien en phase, en tout cas entre ce que le FMI ou ce qu'on a convenu avec le FMI et ce que le gouvernement fait. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris exactement le travail à faire. Donc les fonctionnaires ont préservé leur gâteau avec leur budget de fonctionnement. On n'a pas beaucoup touché. On dit, bon, vous voulez vous mettre au régime, bon, mettons-nous au régime, parce que quand on baisse là, c'est les entreprises, c'est eux qui ont... Le reste là, tout ce qui est les budgets de fonctionnement, c'est pour livrer du papier, des bics et tout ça là. Bon. Parfois, vous allez là-bas, c'est toujours, vous faites la photocopie toujours à vos frais. Hein. Voilà. Copie d'Adamou, on s'attend à quoi? Une année 2018 plus difficile que cela? Moi, je préfère dire la vérité. Une année 2018 plus difficile. Plus difficile parce que le budget est inflationniste. C'est un budget qui n'est pas réaliste, qui n'est pas le reflet de la physionomie, de la réalité de notre économie. Nous avons en 2017 misé sur un taux de croissance de 6,1% pour faire le budget. Au finish sur la loi de règlement, on nous parle d'un taux de croissance de 4,5%, qui est même en régression par rapport au 5,7 qu'on avait eu en 2015. Ça voudrait dire, si on voudrait être réaliste, on devait avoir un budget en baisse, puisque les prévisions n'ont pas été réalisées et l'austérité continue. Au lieu de cela, on a eu une augmentation de l'ordre de 3,2%, entièrement assise sur l'augmentation de la pression fiscale. Or, quand on fait asseoir l'augmentation du budget sur la pression fiscale, ça voudrait dire qu'on crée l'inflation. Au même moment, on n'a pas touché le salaire nominal. Parce qu'il n'y a pas prévision d'augmentation de salaire. Il faut que les Camerounais le sachent. L'augmentation du budget de fonctionnement a été majoritairement due à l'augmentation de la masse salariale. Mais l'augmentation de la masse salariale, ils ont expliqué ça par le fait qu'ils doivent tenir compte des nouvelles recrues de l'armée et des 25 000 civils qu'ils ont pris dernièrement. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas augmentation de salaire. Mais quand il n'y a pas augmentation de salaire, au moment où il y a mesure à créer de l'inflation, ça veut dire qu'au finish, il y aura réduction du pouvoir d'achat des citoyens. Donc le panier de la ménagère en 2018 va s'amenuiser davantage. Il faut donc dire que 2018 sera plus dur que 2017 sur le plan de l'économie réelle. Et c'est regrettable parce qu'un État soucieux du bien-être des citoyens ne se serait pas comporté comme ça. Je ne dirais pas comme Philippe Soie que ce budget augmente parce que les gens vont acheter les papiers. L'achat de papiers, des fournitures de bureaux, c'est véritablement insignifiant. Quand vous regardez dans ce budget de fonctionnement, il parle des achats et des services, et surtout des services. Or, les services, c'est quoi? Ce sont des séminaires et des missions que eux ils réalisent à l'extérieur, parfois des missions fictives. C'est de l'argent qui, à 70% au moins, vont être bouffés au profit de l'extérieur. C'est-à-dire que ceci a, sur le plan économique, une double conséquence. On travaille à l'intérieur pour produire de l'argent qui va aller servir à l'extérieur.
acheter des produits de l'extérieur, ça fait l'aggravation du déficit de la balance commerciale. Donc, nous pensons que quand on se comporte comme ça et que nos députés ferment les yeux, je pense qu'il n'y a pas meilleur indicateur d'une complicité suicidaire entre les parlementaires du RDPC. Il faut le préciser. Et la population, parce que c'est le RDPC qui se comporte comme ça. L'opposition s'est battue comme elle pouvait. L'opposition a tout fait. On n'a pas voulu qu'il y ait débat sur ce budget-là et c'est dommage pour nous. D'accord. Augustin Talla, on va sortir avec vous. Non, Comment vous voyez cette année-là, 2018? Je suis plutôt très intéressé par M. Soa, qui a fait une analyse vraiment très intéressante du budget et qui montre bien évidemment qu'il connaît ce pays. Maintenant, il a pensé l'opposition, il fait semblant. Parce qu'il est prêt à voir que l'opposition anticipe sur les prochaines élections, mais il refuse de voir que le gouvernement lui-même et les membres du gouvernement anticipent sur la possibilité de ne plus être là l'année prochaine. Et donc le budget est lié à une logique de sucrage. Parce qu'il faut qu'on se sucre avant que si... C'est pas ça se comprend. Parce que jusqu'à preuve du contraire, rien ne vous garantit que le président sera candidat. Et les logiques des réseaux s'activent. Mais pour manger avant que... Parce que si on prend en compte le calendrier, c'est 2018. C'est octobre 2018. On se comprend, c'est octobre 2018. Donc s'il y a des gens qui veulent se rassasier avant que peut-être la bande ne change de camp, il faut qu'on mette sur pied un budget conséquent. Moi, je peux inscrire ça dans cette logique. Vous êtes dans un pays où on tue même la mathématique. Qu'est-ce qui vous étonne si un budget est faussé? Monsieur Dieudonné et Somba l'a dit. Nous, on ne peut pas avoir un budget réaliste. Pour rien au monde, on ne l'a jamais eu. Ce n'est pas maintenant qu'on va en avoir. Parce que on a gardé les réflexes du parti unique qui a été influencé par le communisme, même si officiellement nous ne sommes pas un pays communiste. Mais on a les réflexes de l'environnement communiste. C'est dans ça que nous sommes. Conséquence, vous l'avez déjà tous dit, l'année prochaine sera davantage dur. Et puis, on a même l'impression que c'est devenu une coutume que ça soit toujours dur. Parce que depuis que nous sommes nés, c'est toujours dur. Si l'année prochaine, on ajoute une année de plus, on va continuer avec en espérant que peut-être l'année prochaine, la prochaine présidentielle, qu'un candidat autre gagne et qu'on passe à autre chose. Vous allez continuer à faire preuve de résilience. Merci. Merci donc à tous les trois d'être venus. Merci à la technique, gérée aujourd'hui par Idriss Nembol. Merci à tous. C'était le kiosque de Canal 24. C'était également tout pour 2017. Le temps de souffler un peu. Et je vous reviens en janvier. Bonne fête de fin d'année et tous nos voeux, les meilleurs pour l'année 2018. Bonne semaine et à bientôt sur Canal 24.